Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Vous avez peut-être vu des tas de tests de l'iPhone 13 Pro Max un peu partout dans le monde entier, en France, avec des youtubeurs extraordinaires. Et j'ai décidé de faire autre chose. C'est-à-dire qu'en effet, je me suis dit, l'iPhone 13 Pro Max, il a été conçu avec un mode qui s'appelle cinématique. Il a été conçu pour pouvoir monter avec le codec ProRes. Alors je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire autour justement de l'entertainment comme ça? Eh bien, j'ai demandé à deux réalisateurs de prendre en main l'iPhone 13 Pro Max et de le tester. Alors il y en a un qui est un réalisateur, vous allez voir tout à l'heure, qui s'appelle Alex, qui est extraordinaire, un réalisateur qui travaille au stream.fr. Il y en a un autre qui est Anthony, qui est génial, qui est un monteur aussi, qui travaille chez Frandroid. Et tous les deux ont des avis sur l'utilisation de cet iPhone 13 Pro Max dans le cadre d'un tournage, donc avec des courts-métrages, de la post-production. Est-ce que ça fonctionne bien ou est-ce que c'est du bluff de la part d'Apple? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec les interviews de ces deux bipettes qui sont extraordinaires. Vous allez apprendre des choses de folie car ils ont des discours à la fois très professionnels et à la fois super grand public. Pendant qu'on est ici au théâtre Mogador avec derrière le filage, c'est-à-dire les répétitions du Roi Lion. Je crois que Nico peut montrer un petit peu. C'est tellement beau, on a tellement de la chance d'être là. Et je voulais vraiment commencer la vidéo ici avec cette chance de pouvoir être au théâtre Mogador pour débuter cette vidéo sur l'iPhone 13 Pro Max vu au travers des yeux de deux réalisateurs. On y va, c'est parti. Salut Alex. Salut Pépé. Mais comment ça va Alex? Eh ben écoute, moi super, et toi? Je suis en pleine forme. On va pas faire les mecs qui se connaissent pas, parce qu'on se connaît, on travaille ensemble. Mais tu vas dire pour les gens qui nous regardent, quel est ton taf ici au stream.fr? Allez, dis-nous. Eh ben écoute, moi, chez le stream, mon taf aujourd'hui, c'est d'être réalisateur de contenu, ce qu'on appelle froid, donc fiction. Donc c'est tout ce qui est vidéo, voilà, où on a une écriture, des clips, des petites pubs. C'est moi qui me charge de faire tout ça, voilà, pour les réseaux de le stream, un peu partout. Donc tu les écris, tu les penses, tu les tournes, et après tu les montes en plus? C'est ça, donc la plupart du temps, voilà, je monte ce que je tourne, mais oui, j'écris au début, c'est validé ensuite, et après je m'occupe avec les gars de la production, et ben on s'occupe de préparer tout ça, on le tourne, et moi je le monte. Voilà. Eh bien, c'est génial. Alors, ma question numéro 1, pour que les gens pigent bien pourquoi tu es là. Normalement, si on ne parle pas de l'iPhone 13 Pro Max ou d'iPhone, tu tournes avec quoi, toi? Eh ben écoute, moi, la plupart du temps, je tourne avec Blackmagic parce que c'est des caméras qui sont petites, donc les Pocket, donc 6K Pro, moi c'est ma préférée, parce que c'est des caméras qui sont petites, qui sont ultra polyvalentes et qui permettent de sortir vraiment une image qui est quand même très quali. Sur des plus grosses productions, j'ai eu la chance de tourner avec soit des Red Komodo, qui est une nouvelle de chez... Enfin nouvelle, elle a un petit bout de chemin maintenant, mais qui est une très bonne caméra, ou même une Alexa quand je peux et qu'il y a un peu de budget. Voilà. C'est des grosses caméras quand même. Donc déjà des grosses caméras avec des optiques, des machins, des trucs. Et c'est pour ça, parce que tu as cette expérience, Alex, je me suis dit, au moment où j'ai vu Apple, tu l'as vu aussi, on était tous là, quand tu as vu Apple, nous on a un mode cinématique, on est en ProRes et tout, et je me suis dit, bah tiens, voilà, je vais laisser l'iPhone 13 Pro Max, donc un mois, je te l'ai laissé plus d'un mois, en plus, il est là. Et alors d'abord, quand tu as appris que Apple allait faire ça, est-ce que, un, tu as été surpris, est-ce que deux, en tant que cinéaste, tu t'es dit, oh bah ça reste un smartphone, je l'utiliserai pas? Ah non, j'ai été surpris quand même. Parce que vraiment, moi, j'ai vu l'iPhone, je regarde un peu les rumeurs, je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait ce genre de nouveauté. Puis je vois qu'ils font un accent quand même assez important sur la vidéo. Je me dis, ah, intéressant. Ils présentent un mode cinématique. Au début, je comprends pas. Et il y a que vraiment, en regardant des vidéos ensuite, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est des faux flous qui sont simulés en post-production, enfin sur le téléphone. Et là, j'ai trouvé ça génial. Sur le papier, je trouve ça incroyable. Est-ce que tu peux expliquer justement les faux flous? Parce que c'est là, tu dis aux gens, c'est des faux flous. C'est vrai. En fait, ce que fait l'iPhone, en fait, c'est qu'il va simuler ce qu'on appelle une petite profondeur de champ, ou en tout cas un contrôle sur la profondeur de champ, chose qu'on pourrait avoir avec un gros capteur sur une vraie caméra. Le souci des téléphones, c'est que c'est des tout petits capteurs. Et du coup, on peut pas avoir ce flou, vous voyez, quand on a un sujet. Et donc, ce qu'a fait Apple, c'est qu'ils ont simulé ce flou de manière logicielle dans un téléphone. Donc ça, c'est quand même incroyable. Ça permet d'avoir du coup un contrôle supplémentaire dans une vidéo qu'on n'avait pas avant. Et donc, c'est ce contrôle de la profondeur de champ. Et donc ça, c'est vrai que ça donne un look qui est très cinématique aux vidéos, d'où l'appellation, le mode cinématique, j'imagine, de la part d'Apple. Donc là, tout de suite, c'est sexy, c'est tout de suite, on a envie d'aller voir ce que ça donne. Donc moi, ce que j'ai fait avec toi, c'est qu'on s'est dit tout de suite, on va aller voir, on essaye. On a essayé. Parce que là, on voit quand même que le flou sur toi il est artificiel. Ouais. Donc tu vois, on s'en rend moins compte quand l'arrière-plan est flou, mais quand tu veux faire un plan avec une amorce, donc flou, là on sent un flou qui est artificiel. Ok. Donc je vais faire le point sur la défense derrière, je vais m'approcher de toi, je vais voir si le flou s'intensifie. Ouais, le flou s'intensifie, ouais. Ah ouais, du coup ils ont vraiment fait ça, même sur l'artificiel, ils ont réussi à doser le... Exactement. C'est bon. Là je vais reculer, tu vas être un peu plus net, exactement. C'est génial.
Justement parce que l'idée d'Apple, c'est de permettre d'avoir une sorte d'assistance au tournage. C'est-à-dire que toi, tu commences une vidéo, tu as quelqu'un qui passe, il va faire la mise au point, créer une sorte, on va dire, rejoindre une sorte d'effet bokeh derrière. C'est ça, c'est exactement ça. Et avec un logiciel qui va simuler ça, alors qu'avec des vraies caméras, tu peux le faire différemment. C'est exactement ça. Mais alors l'avantage, quand c'est simulé comme ça en logiciel, ça veut dire que au montage derrière, on peut l'enlever, le remettre, le modifier. Alors ça, c'est génial. Ça, c'est un truc, c'est génial et je pense que c'est l'avenir des caméras. Le seul souci, du coup, c'est que c'est simulé. C'est-à-dire que c'est un faux flou, qu'on le veuille ou non. Et ça se ressent dans certains cas. Voilà, c'est là les petites limites. Mais l'idée, c'est de simuler. Et c'est génial parce en fait, on peut revenir sur nos décisions. Moi, je suis réalisateur, je filme un visage, je veux que l'arrière-plan soit flou. J'ai cette idée-là, je le tourne, au montage j'ai envie de changer d'avis parce que je me dis tiens, il y a une action plus intéressante qui se passe en arrière-plan, et je peux le changer. Et ça je peux le faire avec ça, donc ça c'est génial. Alors ça tu peux le faire avec ce produit, pour les gens qui nous regardent, tu peux le faire aussi d'une façon plus professionnelle, avec également la moyen de rattraper après en post-production de la même façon, ou c'est encore vachement mieux de le faire avec un logiciel. Explique-nous la différence entre les deux. Moi je préfère que la décision elle soit prise sur le tournage parce que en général le rôle du réalisateur c'est quand même d'avoir des intentions, des décisions, et en fait si à un moment donné quand je filme et que tout, jusqu'au montage, peut être remis en question, le circuit est assez étrange. C'est-à-dire que dans un circuit de production standard, on peut avoir le producteur qui peut revenir derrière et qui va dire bon finalement le point, ça serait bien que ce soit là-bas, et le monteur, en fait, de pouvoir tout redécider tout le temps, c'est pas toujours une très bonne chose. Dans le sens où, voilà, nous, sur le tournage, un réalisateur, il a sa vision, il sait ce qu'il veut raconter. S'il veut mettre le point sur le visage au premier plan, c'est parce qu'il l'a réfléchi et que c'est comme ça, et c'est plus modifiable après. Et c'est comme ça aussi qu'on a des plans qui sont magnifiques, c'est parce qu'on a des plans qui ont des erreurs des fois. C'est parce qu'on a des plans qui sont parfois pas naturels, et sans faire exprès, on n'a pas mis le point sur le visage à un moment, et finalement c'est une bonne chose. Voilà, en fait c'est ça aussi qui fait un peu tout le cinéma, le charme d'une vraie image et d'une vraie vidéo. Avec ce genre d'appareil, on se dirige vers de la perfection, en fait, vers du perfectionnisme. T'as un algorithme qui t'aide. Exactement. C'est là le truc. C'est l'idée quand même entre l'idée justement c'est pour ça que tu es là, d'un réalisateur, dans l'idée du réalisateur qui a vraiment des choix à faire pendant la captation par rapport à ce qu'il a envie de raconter, et un produit qui lui va faire peut-être ses propres choix que tu pourras corriger après. Et c'est totalement différent. Ça n'a rien à voir. Ça supprime des métiers, ça. C'est-à-dire que déjà le métier d'assistant caméra, avec un outil comme ça, il ne sert plus à rien puisque en fait on peut régler la mise au point au montage. Donc en fait on pourrait filmer sans se soucier de la mise au point, puis après au montage je dis tiens finalement je vais le mettre là, je vais le mettre là. Ça peut aussi supprimer un peu de loin le métier du réalisateur, puisque tout est questionnable en post-production. Toutes les décisions voilà, même de focale, puisqu'on peut tourner avec j'ai l'impression, avec des applications, on peut tourner avec les deux objectifs en même temps, si je dis pas de bêtises. Ça veut dire que du coup, le choix de la valeur de plan, il peut être remis en question encore après. Ça veut dire que au moment où on tourne, en fait, on s'en soucie pas. Ça reste un smartphone. Ça reste un smartphone. C'est-à-dire que, est-ce que, moi ma question, est-ce que tu as pris du plaisir à l'utiliser? Est-ce que tu as découvert des trucs que tu ne pensais pas trouver sur un smartphone? Et est-ce que tu as aimé la qualité de l'image? Ah oui. Ah bah oui, moi j'ai été bluffé, je l'ai sorti, j'ai pris un sujet qui est Guillaume oui. Et un collègue, donc on a commencé à filmer dehors, et je trouve que moi j'ai été bluffé tout de suite, parce que déjà en plus c'est stabilisé, on a immédiatement une image qui en fait, qui fait tout de suite grosse production, donc on a un flou en arrière-plan, sur les visages il est très bien fait, il marche très bien, sur les objets c'est différent, mais tout de suite ça m'a bluffé. Après, j'ai vite trouvé mes limites. Les contre-jours, choses comme ça, la gestion des couleurs, t'as trouvé que ça collait, ou t'as trouvé des limites justement sur les contre-jours, sur les illuminations, le soleil, les plans sur le visage? Pas tellement sur le contre-jour, mais par exemple sur la vitesse à laquelle le point se fait. On peut pas le régler, ça par exemple. C'est-à-dire que moi, je filme mon sujet, mon visage, je veux d'un coup, en tapant sur l'écran, faire le point sur la ville au fond. Et je peux pas régler la vitesse de ça. Et en fait, ça mine de rien, ça peut être un problème de temps en temps, parce que ça va quand même assez vite. Oui, t'as pas de bague. Donc le truc, il est. Je me demande comment on pourrait d'ailleurs le régler. Il faudrait peut-être une molette là-dessus, je sais pas. Il faudrait un truc au doigt. Ouais. Mais est-ce que tu peux comprendre l'idée d'Apple de proposer ça aux gens? Est-ce que toi, en tant que réalisateur, tu penses que c'est une hérésie, ou au contraire, il y a un avenir de ouf? Ah non, mais moi je pense qu'il y a un avenir. En fait, moi je pense que c'est nécessaire pour une marque comme Apple de sortir en fait un produit qui puisse à l'intérieur, en fait proposer tout, même de manière audio aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais les micros sur ce téléphone sont excellents en fait. Et l'idée de proposer une machine qui est à elle seule un studio de tournage en fait, ça c'est génial et c'est normal pour une marque de faire ça. Maintenant c'est vrai que moi qui viens d'école de cinéma, c'est plutôt l'inverse, on nous apprend à travailler sur des caméras plus anciennes en fait, péloche, pour revenir vraiment sur la base de ce qu'est une caméra et comment en fait fonctionne une vraie caméra, un vrai capteur. T'as tourné en 35, t'as tourné en... On a essayé, c'est vrai qu'après j'ai pas fait un court métrage comme ça, bien que ça m'aurait beaucoup plu, hein, mais on nous apprend en fait l'essence même de ce qu'est une caméra, et c'est important de le savoir, de le connaître. Parce que c'est vrai que si à l'avenir maintenant on tourne qu'avec ça,
on sait plus vraiment ce qu'est vraiment une caméra, quels sont les vrais réglages qu'on veut et tout. Et ça dépend de vous en fait. Moi, vu le prix que ça coûte, quand même un téléphone comme ça, on peut avoir aussi une très belle caméra à ce prix-là. Oui, mais la caméra va pas donner des coups de téléphone, il n'y aura pas internet dessus. Faut voir le côté mouton à 5 pattes d'un produit pareil qui coûte plus cher, c'est un des plus chers du marché. Ah oui, bien sûr. Avec les S21 Ultra qui ont également des fonctions photo, avec justement plusieurs optiques qu'on peut sélectionner sur les S21. C'est pas le seul produit à faire ça, mais Apple a mis en exergue ce mode cinématique. Exactement. Avec en plus le ProRes, dont on parlera dans la suite de la vidéo avec un réalisateur chez Android, parce que c'est quand même. Toi, quand tu as eu les images que tu as tournées avec ce produit, tu les as montées avec quoi derrière? Tu les as traitées comment? Eh ben moi, je les ai mises dans Premiere Pro, parce que c'est avec ce logiciel que je travaille, mais je suis très content qu'ils aient sorti un mode ProRes, parce que ça c'est pareil, c'est les prémices de quelque chose, ça veut dire que peut-être qu'à l'avenir on pourra même filmer en RAW. Et alors là, contrôle encore plus total d'une image en post-production. Mais si tu filmes en RAW, il faut quand même prévoir du stockage. Du stockage, mais... De ouf. Alex, t'as fait des ralentis ou pas? Eh ben non, j'ai pas fait de ralenti parce que je me suis concentré sur le mode cinématique et j'ai découvert que dans le mode cinématique, on pouvait pas faire de ralenti. Bah t'es bloqué. Hein, Voilà, donc on a quand même déjà certaines limitations là. Mais cependant, alors quelque chose que j'ai réalisé, c'est que sur les inserts, sur tout ce qui est véhicule ou les objets, eh ben, le mode cinématique, il a tout de suite ses limites. Mais en tout cas, dès que c'est pas un visage ou dès que c'est un objet, ça marche moins bien. Le flou, le flou, il cherche. Dans la vidéo, il se cherche. Il est tout de suite, on sent qu'il est artificiel. Donc, je me suis souvent vu sortir du mode cinématique pour aller dans le mode vidéo normal. Et moi, c'est bête, hein, mais le mode, par exemple, grand angle en vidéo, pour moi, il est beaucoup plus cinématique. Il a un visuel, il a quelque chose qui est beaucoup plus cinématique et qui raconte plus. Parce qu'on n'a pas accès au grand angle non plus en mode cinématique. Ouais, t'es verrouillé avec un truc cinéma. Ouais. En fait, qui se limite plus au flou et qui oublie du coup finalement la gestion des focales. Et pour moi, le grand angle sur l'iPhone 13 Pro Max, eh ben, il vaut plus que le mode cinématique. Et même, moi, je pourrais m'en servir, par exemple, sur un tournage où il faut juste, sur un plan, on a oublié, ou un plan où, parce que ça reste un petit objet quand même. On veut le mettre dans une voiture, en haut, dans l'angle, une grosse caméra, bah c'est trop gros, bah on prend ça. Et ça, je peux le comprendre, ça marcherait bien. Ou une GoPro. Ou une GoPro. Mais qui fait pas les mêmes choses. C'est ça. Mais faire un film entier, un court-métrage, en tout cas je m'adresse là pour quelqu'un qui se pose la question, est-ce que faire un court-métrage vraiment avec ça, moi je le conseille pas. Tu veux dire ça en mode cinématique? En mode cinématique. Voilà. Je le conseille pas. Mais je me fais l'avocat du diable, tu es quand même un réalisateur, tu fais des trucs hyper chiadés et tu as une exigence de production qui est quand même très élevée. Donc de ce fait, comme tu as justement cette expérience d'école de cinéma, toi tu dis on peut faire mieux, ce qui est vrai, et on va faire plus de vérité en ayant une action pendant le tournage. Oui. C'est ça le truc par rapport à toi. Donc globalement, l'expérience t'a plu quand même d'essayer? Ah ouais, ah mais oui, parce que moi c'est super novateur, je me suis vu super surpris. Parce que je me suis dit, mais en fait, on sort quand même une image de dingue avec ça, et quand je suis tout seul, quand t'es tout seul ou que t'as besoin de sortir un plan, mais c'est génial, ça va vite. C'est d'un coup, bam, et j'ai un plan qui est quali. C'est-à-dire que c'est un plan que je peux mettre vraiment dans une timeline où le niveau de production est haut, quoi. On pourrait le mettre dans un court-métrage, ça marcherait super bien. C'est ma vision des choses. C'est ta vision et c'est le débat, justement, parce que les gens vont réagir à tes propos de réalisateur. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait l'école de cinéma et qui n'ont pas ton background, et qui vont dire, moi je peux faire des trucs géniaux avec. C'est vrai, on n'a pas dit le contraire. Ah oui, c'est une question de débat et d'éthique de base par rapport au cinéma. Voilà, il y a deux écoles en fait. C'est vraiment voilà. Et moi, je serais pas surpris dans quelques années de changer d'avis, de me dire bah finalement, voilà, pourquoi pas. Je suis vraiment pas fermé à ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, en fait, on sent que c'est du fake. C'est ça qui me dérange en fait. Majoritairement, c'est qu'on sent que c'est recréé. Voilà. Que c'est numérique, que c'est algorithmé. C'est ça. Et c'est juste ça qui me dérange, c'est que moi, j'ai pas une image encore qui peut vraiment prendre le badge de artistique, de voilà. J'ai ça qui me freine encore. Voilà, Bah écoute, dans tous les cas, Alex, moi je te remercie pour tout ce que tu as dit, parce que ça, à mon avis, ça a beaucoup renseigné les gens qui nous regardent, et c'est dit avec le fond du cœur et ta passion, et c'est ce que j'attendais de toi. Bah voilà. C'est pas pour rien que tu nous fais des courts-métrages ici et que tu vas faire bientôt des films, tu seras une superstar des réalisateurs. Le nouveau Scorsese. Mais vous en rendez pas compte, nous on le sait ici. Vous l'aurez vu avant ici au stream et sur cette chaîne. Avant. Merci bébé. Salut Anthony. Salut. Comment ça va? Bah ça va et toi? Je suis en pleine forme parce qu'en plus là, ça me fait marrer parce que je suis dans ton univers, c'est ton lieu de travail. Ah oui, parce ici. Qui es-tu, Anthony? Bah moi je suis vidéaste chez Frandroid depuis quelques mois maintenant. Je me sens bien avec Arnaud, avec toute l'équipe. On passe des bons moments et avec toi, du coup on a appris à se connaître aussi grâce à Frandroid. Donc c'est cool de pouvoir partager des petites... Merci de m'avoir invité, déjà je suis honoré. Mais c'est normal parce que tu passes ton temps à travailler des images, tu passes ton temps à faire du montage, de la captation. Et comme on a vu tout à l'heure avec Alex qui lui est un cinéaste qui travaille en plus avec l'école de cinéma, toi tu as une autre approche. Tu as une approche un peu plus vidéo ou un peu plus montage. Parce que moi je t'ai fait venir parce que j'aimerais qu'on démystifie, qu'on parle ensemble du ProRes. Ouais. Parce que
quand Apple a annoncé le ProRes, ça n'a peut-être pas parlé à tout le monde. Les gens se sont dit, mais c'est quoi? Alors moi, ma question, je vais regarder, c'est quoi? Bah, le ProRes, à la base, c'est un codec de montage qui est fait pour la post-production. C'est-à-dire que ça va être plus simple pour nos logiciels de le décoder. C'est un codec qui est moins compressé. Donc, qui dit moins compressé dit plus facile à décompresser. Donc, forcément, plus simple pour les logiciels. Mais qui ne veut pas dire justement plus simple pour le PC. Dans le sens où, par exemple, si je te le prends un fichier ProRes et que je te le lance avec VLC, ton PC il va galérer parce que le débit d'écriture il se fait facilement rattraper par le logiciel, tu vois. Alors que pour un logiciel de montage qui est fait pour décoder ce type de codec, c'est parfait. Alors, est-ce que tu peux justement me citer, puisque tu commences à parler de ça, toi, tu utilises en tant que monteur et justement réalisateur, tu utilises quel type de logiciel de montage avec ProRes? Moi, j'utilise Premiere Pro. Premiere Pro, comme Alex tout à l'heure aussi, qui utilisait Premiere Pro. Donc toi, ce que tu es en train de me dire, c'est que les gens qui tourneraient avec l'iPhone 13 Pro Max en ProRes peuvent avoir un montage, on va dire, facilité. Ah, grandement facilité parce que même si les fichiers sont plus lourds, le PC a moins de mal à lire le fichier. Donc par exemple, un fichier qui est en 4K, qui est en Apple ProRes, sera plus facile à gérer pour ton PC qu'un fichier en H264 ou H265. Parce que le H264 et l'H265, c'est des codecs qui sont tellement compressés que pour le logiciel de montage, c'est un enfer à décompresser et du coup d'avoir une timeline qui est fluide. Donc, est-ce que par exemple, on n'a pas posé la question, mais je te la pose comme ça en direct. ProRes, je vais faire le mec qui ne sait pas, hein, on est là pour renseigner tous les gens qui nous regardent. ProRes, ça appartient à Apple, c'est un logiciel. C'est un codec qui appartient à Apple. Depuis plusieurs années. Ils avaient même un codec avant, à l'époque de Final Cut Studio 2, qui était le prédécesseur, je n'ai plus le nom de ce codec, mais qui était le prédécesseur de l'Apple ProRes. Donc ils font des codecs depuis vraiment longtemps. Est-ce que ça t'a surpris, toi, Anthony, de voir arriver comme ça le ProRes sur un iPhone? Ça m'a surpris parce que l'iPhone n'est pour moi pas encore fait pour gérer ce genre de codec. Parce qu'il n'y a pas un vrai intérêt. Moi, j'aimerais comprendre pourquoi. C'est une question de capacité en même temps. Est-ce qu'il faut en effet... Tu n'as pas parlé de débit encore, parce que les gens se disent peut-être quel est le débit du ProRes? Est-ce que c'est gigantesque? Il faut en effet un iPhone qui fasse 2 Tera? C'est ça. En fait, quand ils ont sorti leur ProRes, en même temps, ils en ont profité pour faire une version 1 Tera de leur iPhone à un prix, mais 1800 €. À 1800 €, tu as un boîtier, un vrai boîtier où tu peux mettre des vraies optiques dessus, et pas un boîtier de merde, un vrai boîtier, tu vois. Donc, 1800 € pour faire de la vidéo avec un iPhone, non. Tu vois, faut pas oublier que peu importe le codec, peu importe ce que tu veux, ce qui est important, c'est le capteur. Et un capteur de téléphone, c'est minuscule. Donc tu peux même pas, pour moi, c'est même pas envisageable de faire un film avec ça, ou en tout cas, pour quelque chose de très spécifique, tu vois. Mais en tout cas, se dire, ouais, je vais faire le prochain Avenger, si tu veux, ou peu importe, avec un iPhone, non. Et là, je te parle que de la partie capteur. Mais si je te parle, tu parlais de débit, donc si on prend le débit de l'iPhone, pour faire de l'Apple ProRes, tu remplis tes 500 Go en peut-être 1 heure d'enregistrement. On va dire, donc 1 Tera, tu vas les remplir en 2 heures. 2 heures sur un tournage, c'est quoi? Quand tes tournages, ils durent 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, faut le vider à chaque fois, quoi. Faut le vider à chaque fois. Et vider son iPhone en plein tournage, c'est non. Nous, pendant un tournage, on change la carte SD, c'est reparti dans la seconde, il faut que ça reparte. Les journées, elles sont calibrées de 8h à 16h. Sinon, tu perds le flow, c'est-à-dire que tu perds la captation, les acteurs. Il y a un truc qui est fou, je voulais justement te dire quelque chose qui est très important, c'est que tu viens d'avoir, sans le savoir, exactement les mêmes propos que tout à l'heure Alex au stream, qui lui a eu exactement les mêmes mots. Il aime le produit, mais il a eu... Mais c'est fou, je vous êtes pas parlé. Et vous êtes des putains de pros, quoi. C'est ouf. Donc toi, tu trouves que c'est malgré tout intéressant de l'avoir placé ou sincèrement c'est useless? Tout le monde s'en fout. En fait, ça va être intéressant pour un seul cas spécifique. C'est par exemple, j'ai besoin d'intégrer une scène d'iPhone dans mon workflow, dans mon film. Je vais me dire pourquoi pas l'enregistrer avec l'iPhone parce qu'il fait du ProRes. Du coup, vu que tous mes rushs sont en ProRes, ça va bien s'adapter à mes autres caméras, tu vois. Mais en caméra A, comme ça a été présenté par Apple, jamais. C'est bien, c'est exactement ce qu'a dit Alex tout à l'heure. il a dit, moi je prends une scène complémentaire, un truc comme ça, je la cale dans ce que je fais, mais globalement, je ne vois pas l'idée de travailler comme ça. Mais est-ce que tu sens quand même une logique de la part d'Apple, disant que bon, là ils mettent un mode cinématique, dont on a parlé tout à l'heure avec Alex, que tu utilises ou tu n'utilises pas, et on met le ProRes en même temps, tu ne penses pas qu'ils ont une idée derrière la tête de faire d'autres choses, d'ouvrir une voie? Comment tu vois les choses, toi? Là, en fait, je pense qu'il y a une voie qui peut être intéressante pour les...
par exemple, journaliste reporter d'image, je trouve ça hyper intéressant parce que justement, on a besoin, t'en es la preuve avec ton setup, tu as besoin de quelque chose de transportable. Et c'est vrai qu'une caméra, des objectifs, des optiques, c'est encombrant. Et on ne peut pas se permettre ça quand on est journaliste reporter d'image. Ça, c'est sûr. Donc, pourquoi pas permettre un meilleur workflow après pour les journalistes, pour les médias qui vont récupérer ces rushs. Ça peut être intéressant. Mais pour l'instant, ça a été mal adapté. D'un point de vue logiciel, j'ai eu des rushs en ProRes, j'ai testé ce ProRes. Il y a des bugs ou pas? Est-ce qu'il y a des bugs? Il n'y a pas de bug parce qu'il y a beaucoup d'informations dans les fichiers. C'est un bon ProRes. Il y a de l'information dans les basses lumières, dans les hautes lumières. C'est un bon fichier. Par contre, l'iPhone en natif, il a un gros souci, c'est qu'il n'a pas de mode manuel. Donc, qui dit pas de mode manuel, dit que ta balance des blancs, elle varie, que ta teinte, elle peut varier. On a fait des tests avec un étalonneur. La teinte varie. C'est pas normal. L'exposition varie, ça veut dire que ça va être un enfer à étalonner. Et du coup, pour un codec qui est fait pour la post-prod, bah en fait, il y a plein de contraintes pour la post-prod. Et du coup, ça en fait quelque chose de galère. Alors qu'il y a des applications tierces, comme Filmic Pro, qui va te permettre de débrider ça et d'avoir un mode manuel sur ton iPhone. Mais ça implique d'acheter une application, de mettre encore plus d'argent, alors que de base, c'est censé être natif sur les téléphones. Tu le vois sur le Samsung S21 Ultra que tu utilises pour tourner, il y a un mode manuel, et au-delà du mode manuel, il y a un mode réalisateur. Et le Xperia Pro 1 ou un truc comme ça, qui débraille. Et alors, donc, dans l'idée, ce qu'on est en train de me dire, c'est que certains produits sont peut-être plus adaptés. Justement, ces produits, tu peux débrayer, seraient plus adaptés à un mode ProRes et à un tournage cinématique qu'un produit qui, entre guillemets, qui joue sur les algorithmes, qui joue en effet sur des focus second plan en algorithme. C'est-à-dire que ce qu'a dit Alex, et tu ne le sais pas, et je suis ravi que tu m'en parles, c'est qu'en effet, il sent qu'il n'a pas la main. Et comme il dit, j'ai pas la main, moi je suis un cinéaste, moi il est hors de question que je réfléchisse à mon film en post-production. Moi je le pense en production et je n'ai pas à penser à la post-prod après. Bien sûr, mais de toute façon, pour moi, tout ce qui est effet et tout, ça doit être maximisé au tournage. Et la post-prod, c'est vraiment pour affiner. S'il y a une explosion, par exemple, derrière toi, on va pas détruire le décor à chaque fois. Tu vois. Non. Donc là, c'est plus intéressant de faire de la post-prod, de prendre un fond vert, etc. Donc là, on va se dire, ok, tu vois, c'est logique, tu vois. Mais si on peut faire des effets, par exemple, par exemple un flambeau. Un flambeau, si on veut que la flamme elle reste allumée, autant l'allumer en vrai. La lumière elle va mieux se refléter sur le visage, on va gagner un temps astronomique, tu vois. Donc pour moi, la post-prod c'est réservé pour les cas spécifiques et la plupart des tournages sont faits, enfin les effets sont faits pour être réalisés en majorité sur le tournage. Donc toi, aujourd'hui, en tant que cinéaste, monteur, étalonneur, tu dis que, est-ce que tu penses que ce produit, enfin l'iPhone 13 Pro Max avec le ProRes et cinématique, ça s'adresse par exemple à des vlogueurs, à des journalistes itinérants, à des actions ponctuelles, mais pas une réalisation dite complète d'un court-métrage ou un truc comme ça, c'est ça que tu es en train de dire? Ça peut se destiner pour moi à des GRI. Pourquoi Explique pas ce que c'est qu'un GRI. Journalistes reporters d'image, donc des journalistes qui vont aller sur le terrain, interviewer, etc. Justement, avec ce mode cinématique, on peut simuler en quelque sorte ce portrait, ce bokeh qu'on va avoir avec une caméra. Donc c'est intéressant, tu vois. Il y a l'idée, tu vois. Maintenant, c'est aussi un métier dans lequel on est dans le rush, on est dans le vif. Donc est-ce qu'on a vraiment le temps pour de la post-prod? Ça se discute, tu vois. Donc moi, je reste sceptique. Je pense qu'il y a une vraie utilité pour des cas très spécifiques, mais ça reste niche. Et à vouloir s'enfermer dans cette fameuse prison dorée, ils ont oublié l'essentiel qui est le côté pratique. Parce que ce codec-là... Débrayer l'automatisme. C'est ça. Débrayer des automatismes. Avant tout, il faut que ce codec, il a été fait pour être pratique pour la post-production. Donc qui dit pratique ne dit pas galérer pour transférer ce fichier, ne dit pas galérer parce que tu n'as pas de mode manuel. Tu vois, il y a un peu ce contresens, tu vois, c'est pratique, mais en même temps, il y a des contraintes qui vont se créer à cause de celui-là. Ouais, moi, je joue vraiment l'avocat du diable. Il faut quand même savoir que c'est un produit qui est dit, malgré tout, grand public, même s'ils mettent pro dedans. Je pense qu'ils ont essayé de faire des automatismes pour que les gens ne se retrouvent pas perdus. Justement, l'idée du Xperia, je le connais bien, l'Xperia, et toi aussi. Tu vois les modes, justement, les modes qui, entre guillemets, sont des modes utilisés par Sony Pictures avec Venice et autres, sont des modes. Il faut rentrer dans les menus, c'est très compliqué. Mais du coup, on a parfaitement la main. Bah c'est ça. Et ils le disent eux-mêmes, la vidéo de l'Xperia sur la présentation, Sony parle de son expérience qu'ils ont avec leur gamme Alpha, donc de ces boîtiers. Bah c'est Alpha et Venice. C'est ça. Et du coup, c'est logique. Ils ont une vraie expérience avec des caméras. Apple, ils ont une vraie expérience avec les codecs qu'ils font depuis longtemps et avec leur logiciel de montage. Donc c'est logique en final. Il faudrait un mélange des deux. C'est ça. Mais en termes de caméra, Apple le fait très bien, mais fait quelque chose d'automatique. Et c'est pour ça que pourquoi enregistrer en ProRes quand tu as un H.265, je parle pour les gens, pour le grand public, un H.265 qui fait de la 10 bits, qui propose
Du Dolby Vision, bon, ça reste On prend pas, voilà, dans les faits, c'est ce qu'ils annoncent. Bah, ça, c'est tout public, ça prend pas de place dans l'iPhone, c'est facile à transférer, c'est plus utilisable, tu vois. Alors que l'Apple ProRes, c'est vraiment très niche. Est-ce que tu penses que on finira avec ça, mais parce que c'est passionnant, je pourrais parler des heures avec toi, Anthony, mais est-ce que tu penses que c'est un effet d'annonce malgré tout ou l'ouverture d'une vraie voie? Il y a un peu des deux. Je pense vraiment qu'il y a un peu des deux. Il y a une voie parce que je pense que les téléphones s'améliorent, on le voit en photo, on le voit en vidéo et tout, il y a vraiment une amélioration. Et maintenant, déjà pour beaucoup de médias, l'iPhone a remplacé les caméras. Ça, c'est un fait. Donc il y a une voie déjà qui est ouverte. Elle est même déjà ouverte. Oui. Maintenant, comment ils l'ont présenté eux, c'est-à-dire d'un point de vue cinématographique, moi je reste sceptique. En fait, c'est ça leur problème, c'est que la com a été dirigée sur la cinématographie au lieu d'être dirigée globalement sur l'audiovisuel. Et l'audiovisuel, c'est pas que le cinéma. Le cinéma, c'est une partie de l'audiovisuel. Mais tu as les reportages, T'as tellement de choses dans l'audiovisuel, t'as le web. T'as le vlog. T'as le vlog. Le vlog sur le terrain. Le vlog, c'est typique, tu vois. Et c'est le web de manière générale. Ça pourrait un jour, je pense, être remplacé par un très bon iPhone ou un très bon smartphone de manière générale. Mais pour du cinéma comme ils l'ont présenté, je suis pas vraiment d'accord. Et ben, vous êtes tous les deux avec la même conclusion. C'est ça qui est merveilleux, vous n'étiez pas parlé. Moi, je suis ravi parce que c'est vraiment ce que je voulais faire dans cette vidéo. J'ai interviewé deux cinéastes, monteurs et talonneurs qui travaillent de leur côté. Vous ne vous connaissez même pas. Vous êtes tous les deux dans des médias différents et vous avez le même avis au final. Donc, je suppose que quelque part, il y a un côté où vous êtes des professionnels, il y a un côté le grand public qui va aimer ces automatismes avec ces effets bokeh qui sont imposés par un algorithme parce qu'il va te calculer, c'est pas toi qui décides. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de bague optique et que tu n'as pas de moyen de réglage vraiment. Alors que c'est vrai que sur le Xperia ou le S21 Ultra, tu as ces modes où tu débrailles. Donc, c'est là qu'est le truc qui est fou. Et puis, tu le vois bien, genre, moi, mon iPhone, j'ai un iPhone, tu vois, donc preuve que c'est pas quelque chose qui me dérange, ce ProRes, je suis pas contre quoi que ce soit, mais tu vois, mon iPhone, quand je filme avec mon iPhone en H265 et que je vois que mon HDR, il me récupère toutes les hautes lumières du ciel et que j'ai toutes les ombres, bah, je me dis, bah, il fait super taf, tu vois. Et justement, pourquoi j'irais chercher quelque chose de compliqué à mettre en place quand mon iPhone veut me le faire tout seul, tu vois. D'où l'idée de peut-être un effet d'annonce ou pour un peu embêter la concurrence. On est quand même d'accord, on est dans un milieu où il faut embêter les autres. Ils ont quand même des marques en face qui essayent de pousser de ce côté-là. C'est clair, mais avec un mode automatique, le seul problème restera que ça te bride ta créativité et ça on peut rien faire. Si j'ai envie volontairement avoir des noirs cramés pour faire un contre-jour avec un coucher de soleil, mon iPhone me l'interdit. Et les marques qu'on a citées, enfin les produits qu'on a cités, je peux dire avec le Sony, on peut vraiment le faire. Hein. Ah oui, avec les Xperia qui intègrent justement les modes de Divenis ou Alpha, tu peux vraiment écramer ou écraser ou faire tout ce que tu veux, mais t'as la main et tu peux créer. Après, c'est ton réalisateur. C'était un plaisir. Bah, également, franchement, partagé. C'était génial. Bah, continue à bien bosser comme ça ici chez Frandroid. C'est un régal. Voilà, merci. Merci Anthony. Ciao.